La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Édouard Chamougon contre sa condamnation à 30 mois d'emprisonnement, dont 15 fermes prononcées par la Cour d'appel de Basse-Terre le 8 avril 1997. Les grévistes du CHU sont descendus dans les rues de Pointe-à-Pitre en fin de matinée, scandant leurs revendications. La santé est en danger, criaient-ils. Il serait urgent qu'une solution soit trouvée avant qu'effectivement la santé de certains patients n'aille au plus mal. Le droit au travail, c'est ce que réclament les salariés de Monsieur Bricolage à Destrélan. Alors que l'UGTG s'en prend aux entreprises Ayotte, depuis 2 jours, le magasin connaît des turbulences. Nous avons un sentiment d'être pris en otage par l'UGTG. Nous sommes étrangers au conflit. Voilà, ça fait 2 jours qu'on est bloqué par les grévistes de continent. Bon, nous sommes une jeune entreprise, ça fait 8 mois qu'on a débuté. Vous savez très bien comment ça marche, une entreprise. En 8 mois, on n'a pas le temps de tout placer. Il y a des investissements, il y a tout. Les employés de cet établissement ne contestent pas les revendications de l'UGTG. Ils veulent, selon eux, être libres de faire le choix, c'est-à-dire celui de faire grève ou de travailler. Fin de la grève à la BNP. Le personnel a décidé de suspendre son mouvement sans avoir rien obtenu. Ces messieurs réunis autour de cette table se préoccupent de notre argent. Ils sont le comité de surveillance de l'IEDOM, pendant ultramarin de la Banque de France. Ce comité se réunit chaque année dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette année, c'était en Guadeloupe. Ce comité s'intéresse aux évolutions économiques des DOM et a un rôle d'observateur. Je crois qu'un peu partout, nous avons observé dans les départements d'outre-mer que l'essentiel des tendances, les tendances lourdes, étaient meilleures que lors de notre dernière réunion, mais qu'elles étaient fondamentalement tirées par la consommation des ménages, plus que par l'investissement des entreprises. C'est une observation qui, naturellement, se retrouve au niveau des établissements de crédit. Au menu de ce conseil de surveillance, il y avait bien sûr le sacro-saint passage à l'euro. Des institutions européennes sont maintenant en place et dès le 1er janvier 1999, nous entrons dans la phase véritablement de mise en place de la monnaie écrite, ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Il faudra attendre 2002 pour que le billet circule. C'était donc un des points. Quant aux difficultés du système bancaire en Guadeloupe, le comité l'analyse par une surreprésentation des organismes de crédit, ce qui reste préférable à une pénurie, comme c'est le cas en Guyane. Qu'il existe encore dans 50 ans, puisqu'aujourd'hui nous fêtons son cinquantenaire et qu'il est toujours autant d'activité. L'Institut Pasteur de la Guadeloupe appartient à un vaste réseau scientifique mondial et dont la maison mère n'est autre que l'Institut fondé à Paris en 1888 par Louis Pasteur. C'est dans ce cadre qu'il reçoit ces jours-ci la visite des professeurs Maxime Schwartz et Jean-Luc Durozoir. Nous venons dans le cadre de l'évaluation de l'activité de cet institut. En effet, les différents instituts du réseau sont soumis à une évaluation scientifique de la même façon que les départements de recherche à l'Institut Pasteur. C'est un lien scientifique qui unit l'Institut Pasteur de Paris à tous ceux qui appartiennent au réseau. Un réseau né sous l'impulsion de Pasteur lui-même dès 1891 en Indochine. Il a un apport multiple dans de grands domaines. Il a, je dirais, fait des travaux dans tous les grands aspects des pathologies tropicales, dans la mise en évidence des étiologies. Un travail de bilan et d'inventaire assez extraordinaire qu'il faudrait des heures pour le développer. Albert Calmette, le père du BCG, développe la sérothérapie antivenimeuse à l'Institut Pasteur de Saïgon. Charles Nicole, à Tunis, découvrit le rôle du pouls dans la transmission du typhus. Alexandre Gersin isola le bacille de la peste en 1894 et Paul Simon découvrit que la puce en était le vecteur. À Dakar, Constant Matisse et Jean Legret isolèrent le virus de la fièvre jaune en 1927. C'est certainement dans la pathologie tropicale que les découvertes de Pasteur connurent leur plus grand développement, ce qui explique que de 1891 à aujourd'hui, le réseau des pasteuriens dans le monde n'a cessé de se densifier.
Je crois que nous sommes les seuls à avoir effectivement autant d'implantations géographiques. Nous avons 22 implantations géographiques. La communauté pastorienne donc, est véritablement implantée sur les 5 continents. Et c'est vrai qu'à ce titre, elle peut jouer un rôle important dans le domaine de la veille microbiologique. Nous avons ici un excellent laboratoire des mycobactéries, c'est-à-dire qui étudie les bactéries de la tuberculose en particulier et de la lèpre, qui s'est installé il y a seulement 4 ans et qui peut déjà s'honorer de résultats tout à fait intéressants avec des publications dans les journaux scientifiques de plus haut niveau. C'est le premier institut qui s'est intéressé aux problèmes de l'hygiène et de l'environnement, et en particulier aux problèmes de la microbiologie alimentaire et de la salubrité alimentaire. Et à ce titre, il est un peu un institut pilote dans ce domaine et il servira vraisemblablement de modèle pour d'autres travaux, d'autres études dans le même domaine pour d'autres instituts. Né en 1948, l'Institut Pasteur de la Guadeloupe, qui fête ses 50 ans, est le plus petit du réseau, mais il est, en Guadeloupe, un pôle de surveillance épidémiologique unique en Caraïbes, et ce d'autant plus depuis que l'Institut Pasteur de la Martinique a dû fermer ses portes en 1975. Journée sécurité domestique pour les enfants de la maternelle de Bois-Ripaud aux Abîmes. L'association Prévention Maïf a pour mission d'éduquer dans 2 domaines, la sécurité routière et la sécurité domestique. Les dangers domestiques de nos jours sont de plus en plus nombreux. Pourquoi? C'est parce qu'effectivement les découvertes des différentes techniques modernes mettent à la disposition des foyers et des ménages un ensemble d'outils, un ensemble d'équipements, un ensemble d'appareils ménagers de plus en plus modernes, et ces appareils intègrent effectivement un certain nombre de dangers. C'est la raison pour laquelle il nous semble important de pointer les différents dangers et de sensibiliser les enfants à ces dangers-là le plus tôt possible. Les enfants sont réceptifs très tôt. Plus ils sont jeunes et plus le message passera. Il vaut mieux prévenir que guérir, c'est le but de l'association Prévention Maïf, pour éviter les accidents graves. Véritable fléau pour l'élevage antillais, la tique sénégalaise. Elle fait l'objet d'une lutte féroce à cause de sa coriacité. L'UDG-CDCB, groupement départemental de défense sanitaire, s'y attache particulièrement en luttant contre elle avec toutes les parasitoses gastro-intestinales. La méthode d'aspersion reste la plus utilisée. Pour mener cette lutte contre la tique sénégalaise et les tiques en général, nous avons choisi la méthode par aspersion. Donc nous passons chez les gens tous les 15 jours, au rythme de 1 fois tous les 15 jours, et nous passons asperger les animaux avec des acaricides. Les acaricides que nous utilisons sont le tactique, de la mitraze, ou bien encore le butox, dont le principe actif est la deltamétrine. Les races créoles semblent mieux lui résister alors qu'elles provoquent de graves dégâts sur le cheptel exogène avec de graves maladies. Chaque année, la tique provoque des pertes sur l'élevage. Ces pertes sont dues aux mortalités entraînées par les maladies qu'elle transmet. Les maladies sont la codriose, les babésioses, l'anaplasmose, la dermatophyllose. Originaire d'Afrique, la tique sénégalaise est présente depuis le 19e siècle. Elle a gagné aujourd'hui près de la moitié des îles de la Caraïbe et menace le continent américain. Véritable parasite, la tique se fixe sur les animaux pour se nourrir de leur sang et se détache de l'animal pour accomplir sa ponte dans la végétation. Une lutte régulière pour son éradication définitive implique un traitement de tous les animaux infectés, bovins, cabris, moutons, chez tous les éleveurs et propriétaires afin de réduire leur population. Article 2 du Code noir est une pièce chantée et dansée mise en scène par Luc Hubert-Séger avec le groupe Voix pour l'Oueka. La pièce débute par un hommage aux esclaves décédés au cours de la déportation. Elle se poursuit par les chants de résistance des Marrons pour s'achever dans l'application de l'article 2 du Code noir qui prévoyait la conversion des esclaves pour le salut de leur âme servile. Ce n'est pas une pièce du genre, une pièce que on va ciser des morceaux de papier, on va dire, on va écrire en pièce, ce n'est pas cela du tout. Son assemblage, dans la mesure où c'est une pièce qui rassemble les ingrédients naturels que nous avons ici, à savoir, il y a le compteur, il y a le griot, et d'ailleurs moi je joue ce rôle-là, le rôle du griot, puisque dans la pièce je suis Djeli Mamadou Kouyaté, je suis descendant de griot et je raconte la traversée, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles nous avons traverser l'océan. À écouter, voir et apprécier au Centre des Arts, vendredi 19 juin à 20 h.
Un esprit d'atelier, 14 rue Commandant Mortenol, où Maurice Vital, président d'Indigo, reçoit les artistes de passage. Ralph Sambalé fait partie de cela. À 37 ans, ce peintre haïtien a su évoluer à travers l'art moderne. Bon, au départ, moi je dirais qu'il y a une carte que je joue d'emblée, c'est la carte Caraïbe. Pourquoi? Parce que la Caraïbe, en tant que creuset culturel, je le répète souvent, nous offre vraiment une mosaïque de culture, qu'il s'agisse du domaine musical et donc de la peinture. Les artistes ont tout intérêt à utiliser toutes ces influences que nous avons dans les différents pays. Bien que actuellement, je peux vraiment affirmer qu'il y a un dénominateur commun entre les îles. On ne peut plus tellement dire si un peintre est haïtien, guadeloupéen, martiniquais ou cubain. Parce que nous avons trouvé une essence commune. Ça, c'est en ce qui concerne le mouvement contemporain, bien que chaque pays ait sa spécificité. Donc voilà où je puise, à la fois dans mon haïtianité, dans mon côté Caraïbe, qui est donc pour moi tout à fait universel. Ralph Sambalé a su tirer profit de son Hispaniola natal. L'antique Haïti des Amérindiens Taïnos, la luxuriance des formes et des couleurs de cette île qui ne ressemble à aucune autre. Mais la Caraïbe, c'est sa palette, son inspiration, à travers une œuvre qui se veut par principe moderne. Vous pouvez rencontrer ce peintre jusqu'à la fin du mois.